Bonjour à tous, je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité et coach en développement personnel. Nous allons être ensemble pour une petite heure dans l'émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment répondre sans rougir ?» à la question « Comment fait-on les bébés ?» Et pour cela, j'ai une nouvelle invitée qui s'appelle Marine, qui va se présenter et qui, elle, est pour le coup tout à fait à l'aise pour répondre à cette question. Elle va nous partager ses bonnes astuces. Je rappelle le concept de l'émission en 3 parties. La première partie où nous allons dire tout ce qu'il ne faut pas faire pour justement rougir à cette question. La deuxième partie où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux en amont de l'émission. Et enfin, pour finir, nous ferons la synthèse de ceux qui veulent être préparés au mieux lorsque vos enfants seront amenés à poser cette question. Bonjour Marine. Bonjour Cécile. Merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau de l'émission. Bonjour à vous tous. Moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler de ce sujet qui est extrêmement important pour moi. Parce qu'on se demande tous comment on va faire les bébés. donc voilà, c'est un sujet hyper important. Petite présentation ? Oui. Ok, c'est parti. Alors, petite présentation, pour moi, c'est pas toujours facile parce que je suis une grande pipelette, donc vous allez vite le comprendre. Tout tourne autour du féminin avec moi, puisque, jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, je suis aussi une maman, et c'est pour ça que cette émission sur la parentalité est vraiment importante pour moi, parce que, à mon sens, être parent, c'est le métier le plus difficile au monde, et on n'apprend pas ça à l'école, on ne l'apprend pas au quotidien, on a des enfants qui sont tous différents, il n'y a pas de bonne recette pour éduquer correctement nos enfants. Et grâce à des émissions comme la tienne, grâce à la parole qui se libère, et petit à petit, on trouve des outils pour pouvoir les accompagner au mieux en fonction de leur âge, de leur maturité. Et donc, je suis contente de pouvoir participer à tout ça. Je suis aussi une épouse, tant qu'à faire, et je pense qu'on pourrait faire toute une émission sur comment être épanoui dans son couple, etc. Mais c'est pas le sujet de l'émission. Et je suis aussi sage-femme. Donc voilà pourquoi tout tourne autour de la femme chez moi. Donc une sage-femme, pour beaucoup, c'est en lien avec la grossesse, avec le bébé. Et pourtant, notre place de sage-femme a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. La sage-femme, c'est vraiment le professionnel de santé de premier recours pour les femmes en général, quel que soit leur âge, quelle que soit leur problématique. Donc aujourd'hui, il faut vraiment voir la sage-femme comme le professionnel que vous allez aller voir, que vous ayez 13 ans, 14 ans et que vous posiez des questions sur vos règles, sur les éventuels symptômes de la puberté, ou que vous ayez 50 ans et que vous posiez des questions sur la ménopause ou sur les choses qui vous gênent au quotidien, que vous soyez... Les sages-femmes sont là au quotidien pour toutes les femmes, et pour moi c'était important de le rappeler, nous ne sommes pas là que pour les femmes enceintes. Et en plus de ma petite casquette de sage-femme, comme j'adore les femmes et que c'est vraiment ma passion d'apprendre, de comprendre et de partager ce que j'apprends sur le féminin et sur les femmes, je me suis associée avec Elisa Béliard et on a créé Magic Woman. Donc on fait des programmes, des ateliers pour les femmes qui ont envie d'être pleinement épanouies dans leur vie de femme, en apprenant et en réapprenant à accepter leur corps tel qu'il est, leur anatomie, leur cycle, les petits déconvenus éventuellement. Et on le fait aussi sous forme d'ateliers pour les jeunes filles, de façon à les aider à traverser l'étape de la puberté et répondre à la fameuse question « Comment on fait les bébés ?» Super, merci Marine pour cette présentation très complète. Et justement, à partir de quand en fait on peut aborder ce sujet avec nos enfants ? Déjà, concrètement, en fait, est-ce qu'il y a un âge, en fait Clairement, alors moi, j'aime pas donner des âges parce qu'on sait bien que nos enfants sont tous évoluent tous différemment. Il y a une maturité qui est différente entre les filles, les garçons, en fonction de chaque enfant, de son univers de développement. Donc pour moi, je peux pas donner un âge précis. En revanche, je pense que c'est important que tout au long de la vie de l'enfant puis de l'adolescent, on puisse apporter les infos progressivement. En fait, moi, je vois ça un petit peu comme un puzzle, et à chaque stade, à chaque âge, on va pouvoir amener une petite pièce du puzzle qui va être la pièce adaptée à sa question, à son âge et à ses besoins. Derrière la question comment on fait les bébés, en fait, il y a plein de choses. Il n'y a pas juste ce qu'on voit nous en tant qu'adultes, le côté l'acte sexuel partagé, voilà. Et c'est ça qui nous fait peur. Mais derrière la question, il y a surtout
chez les tout petits, par exemple, la différence fille-garçon. Donc ça va peut-être être la première pièce du puzzle, répondre pourquoi mon petit frère il est fait comme ça et moi je ne suis pas faite de la même façon. Ouais. Ça va être même un petit peu avant la découverte de l'anatomie. Quand ils apprennent la tête, les cheveux, les épaules, les bras, et ben oui, il va falloir aussi leur parler de leur sexe. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre la première pièce du puzzle qui est l'anatomie. Et en y allant progressivement comme ça, à la fin, ils sont trop forts nos enfants, ils vont réunir toutes les pièces qu'ils ont pris au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des conversations, ils vont les assembler et ça va créer en fait leur réponse à comment on fait les bébés. D'accord, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette approche du côté pulse. C'est-à-dire que c'est pas un bloc qu'on leur donne, là, le jour de tes 7 ans, tu t'assois, on parle. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que dire que on a une boîte de pulse, on a la boîte du pulse et en fait, au fur et à mesure de sa vie, on lui donne une pièce qui toute seule ne représente pas grand-chose, mais qui fait partie d'un tout. Et petit à petit, puis quand il va constituer le puzzle, il va avoir un joli dessin. Exactement, c'est exactement ça. Donc j'aime beaucoup cette métaphore. Donc c'est parti maintenant pour la première partie de l'émission. Et là, on va voir en fait, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que vous pouvez faire pour rendre cette expérience relativement désagréable, autant pour vous que pour votre enfant. Alors, dans cette première justement partie, moi j'aimerais vous demander, Marine, qu'est-ce qui pourrait être l'avantage à éviter ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de familles où le sujet va être évité, donc on peut comprendre que c'est peut-être pas l'idéal, mais quand même il y a forcément des avantages à ça. Donc pourquoi c'est autant mis en place ces stratégies d'évitement? Qu'est-ce que ça apporte finalement? Dans toute stratégie, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Exactement. Et clairement, pour moi, le meilleur avantage à ne pas du tout parler de comment on fait les bébés à nos enfants, ça va être la simplicité. C'est beaucoup plus confortable pour un parent de se voiler la face et de ne pas oser en parler, en espérant, en croisant les doigts pour que quelqu'un le fasse à notre place. Ce que je comprends tout à fait. C'est pas du tout un jugement, mais c'est vrai que c'est quand même tellement facile. On n'a pas besoin de se renseigner. C'est vrai que pour accompagner correctement nos enfants et pour créer ces fameuses pièces de puzzle, il faut se poser la question de qu'est-ce que je vais lui dire. Il a 5 ans, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'il est capable d'entendre? C'est quoi l'évolution d'un enfant à 5 ans? Ça demande un petit peu ça nous demande en tant que parents de nous impliquer dans l'éducation de notre enfant. Et donc, oui, c'est quand même très confortable. Parce que ça évite d'avoir à faire face en gros à ses responsabilités, à sortir de notre zone de confort dans les sujets du quotidien. Et ces sujets qui peuvent être un peu sensibles, il faut le dire, c'est une réalité, on évite, en fait on fait un peu l'autruche. Complètement. C'est ça. Et du coup, on voit du sable partout. C'est ça. Et on évite d'avoir un peu à aller nous-mêmes, peut-être mettre des mots sur des sujets avec lesquels peut-être nous-mêmes ne sommes pas à l'aise finalement, en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe. Donc voilà, les avantages, ça serait ça. Et est-ce que pour les enfants, il y aurait des avantages à ne pas aborder le sujet ? Alors pour l'enfant, c'est certainement aussi très confortable pour lui parce que finalement nous on n'est pas très à l'aise en tant que parents, en tout cas pas tous les parents ne sont pas à l'aise avec ces thèmes, mais l'enfant il n'a pas très envie d'imaginer non plus ses parents dans ce genre de discussion parce que si on en parle, c'est que nous-mêmes, on parle de sexualité par exemple, si on parle de sexualité à notre enfant, c'est que nous-mêmes on a une sexualité et notre enfant il n'a pas du tout envie de savoir ce qui se passe dans la chambre de papa et maman. Donc des fois c'est confortable pour tout le monde, ça peut être un énorme avantage pour tout le monde. Un autre avantage que j'y vois et qui est peut-être aussi pour les parents, ça va être cette sensation que si on n'en parle pas, il le fera pas. Ça n'existe pas. Voilà, peut-être qu'il n'entendra jamais parler de ça autour et que du coup il sera pas attiré. Donc ça c'est aussi un énorme avantage de se dire que potentiellement l'enfant n'en entendra jamais parler. D'accord, oui. Donc en fait c'est un peu la politique de l'autruche, ce que je ne nomme pas n'existe pas. En gros, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait une façon d'aborder le sujet pour qu'il n'ait plus envie de nous en parler? Ah oui, il y en a plein de façons. C'est merveilleux. Le mettre mal à l'aise. Tous les connaître. Tout ce qui va pouvoir le mettre mal à l'aise, ça va être génial. Donc typiquement ce que tu disais tout à l'heure, avec le côté, on va s'installer. Maintenant, il faut que tu saches. Donc c'est parti. Je t'ai pris tous les bouquins de la médiathèque. Et là, pour le coup, l'enfant, il va tout de suite décrocher parce qu'il va pas être à l'aise dans la
la situation. Autre situation, repas de famille avec plein de monde et là on se sent un peu plus à l'aise en tant que parent et on va commencer à rentrer dans des explications. C'est pas du tout le bon moment non plus. Il faut plutôt privilégier des moments à 2 ou à 3 avec le papa et la maman, des moments aussi que l'enfant va pouvoir choisir plutôt que ce que le parent va imposer en fait. Ouais. Des fois, nous, on est prêt à en parler. On s'est dit, allez, c'est bon, j'ai révisé. Et en fait, l'enfant, lui, il n'est pas du tout prêt à en parler. Donc oui, dans ces moments-là, vous pouvez être sûr que ça va le bloquer. Donc en fait, à chaque fois qu'on aura une situation où on va les mettre mal à l'aise, on peut être sûr que ça leur donnera plus envie d'en parler, en tout cas avec nous. En tout cas avec nous. Si on veut fuir nos responsabilités vis-à-vis de ce sujet, c'est un très bon moyen d'y arriver. Et puis surtout, bien leur répondre quand ils vous posent une question. Oh, tu verras ça quand tu seras grand, ou t'es trop petit, ou oh non, je peux pas t'en parler. Bien mettre un fossé entre leurs questions et votre réponse. Et là, ça sera top. Vous êtes sûr qu'il y reviendra pas. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des supports aussi pour en parler, donc pour mal les informer, qui fera en sorte de, encore une fois, soit on va dire les dégoûter ou en tout cas avec nous, ne plus envie d'avoir cette discussion. Est-ce qu'il y a des supports qui vont favoriser ça ? Alors évidemment, la base pour être bien désinformé, ça va être Internet. Internet, c'est génial, c'est une mine d'or, mais Internet, c'est aussi plein de bêtises. Et un enfant seul face à Internet, donc face à sa tablette, face à un téléphone, il va nous dire « Ok Google, dis-moi comment on fait un bébé » et 90% de chances qu'il tombe sur un film pornographique. Donc à 7 ans, 8 ans, 10 ans, et c'est du vécu, ça arrive à beaucoup de parents, un enfant qui va tomber sur ce type de film, il n'est pas forcément prêt à voir ce qu'il va voir, et il va pas forcément avoir le courage en plus derrière d'aller voir ses parents en disant oh, j'ai vu un truc horrible. Ouais. Donc c'est vraiment important de pouvoir anticiper ça et de faire attention à l'accès à Internet. Il n'y a pas que les films pornographiques, il y a aussi toutes les bêtises qu'on va pouvoir voir sur Internet, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Pas que ça soit des mauvais réseaux, mais il y a plein d'images qui sont très sexuelles. Il y a une hypersexualisation et qui donne une image de la fille, par exemple, qui montre ses seins ou qui va être peut-être déformée par rapport à ce que vous voudriez transmettre à vos enfants. D'accord. Donc c'est vraiment important. Là-dessus, Internet, c'est le bon moyen de se désinformer. Le pire support, en fait, vraiment pour... En tout cas, en mode libre. En tout cas, en mode libre, oui, quoi. En mode libre, parce qu'après, on peut les accompagner, on peut aller avec eux sur Internet, on peut trouver des choses très bien sur Internet, mais pour qu'ils voient du trash, Internet, c'est génial. D'accord. Donc, effectivement, ce que tu me dis, c'est important de dire que les supports qu'on va utiliser vont impacter, même si on respecte cette histoire de moment, comme tu disais tout à l'heure, si on utilise le mauvais support, ou que le support n'a pas été forcément choisi, mais imposé par les aléas, on va dire, ça va quand même énormément impacter cette discussion, l'ambiance de la discussion, quoi, j'ai envie de dire. Et je me disais aussi, il n'y a pas forcément que Internet, ça peut être aussi des livres qu'on a dans notre bibliothèque, des bandes dessinées, je pense, par exemple, ou des magazines, pas forcément bien cachés, admettons, et qui peuvent aussi être, qui croiser le chemin de l'enfant, et ça peut être le même résultat, quoi. Complètement, en fait, c'est vrai que j'y ai pas pensé, je suis pas trop adepte de ce genre de choses. Moi non plus, mais bon. On dit la pornographie. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé, en effet, ça peut être sous forme de livre, ça peut être, il y a tout un tas de choses, à partir du moment où ils vont voir des choses, ça peut être la télévision, ça peut être votre sitcom préféré, de maman, qui est tout à fait réglo, entre guillemets, mais il y a un couple qui s'embrasse, à 6 ou 7 ans, la plupart des enfants vont faire « Ah, berk, dégueu !» Mais si vous êtes à côté, il y a toujours moyen de discuter, de débriefer et d'expliquer. C'est le fait d'être seul face aux écrans, d'être seul face à l'information et de ne pas pouvoir en discuter où ça peut être dangereux en fait, pour l'enfant. Mais c'est surtout ça. Et en fait, effectivement, ça revient souvent à ça. C'est la communication qui est le plus important finalement, quoi qu'il se passe. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a des questions de la communauté qu'on va tout de suite aborder qui vont être beaucoup autour de ça, quoi. Qui est effectivement des situations, on va pas forcément pouvoir les éviter, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait, surtout, qui va impliquer la suite, le rapport aussi de l'enfant à ce sujet. Et nous, aussi au début, on s'était motivés, préparés, à dire « Allez, c'est bon, là, j'ai fait tout comme elle a dit la dame, là, c'est le bon moment, je le sens, j'ai le bon support. » Et finalement, si on est trop stressé ou si l'enfant a eu d'autres supports et qu'on n'a pas eu forcément vent avant ça,
ça va tout fausser et ça peut, du coup, fausser cette volonté qu'on avait de lever un peu les tabous autour de la sexualité, autour du développement du corps de façon générale, quoi. Complètement. Donc c'est important aussi. Alors ça me fait penser, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas forcément de moment, mais en tout cas, pas non plus trop tarder, parce que sinon l'information ne va pas forcément venir de nous, elle peut justement être par ces différents biais qu'on vient d'aborder, et ça pourrait impliquer déjà une première vision dessus, pas forcément hyper positive, quoi. D'où l'importance d'y aller un peu pièce de pulse au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, et que l'enfant puisse venir poser ses questions au fur et à mesure, plutôt que de se retrouver à 9 ou 10 ans et mince, j'ai jamais parlé de tout ça à mon enfant, et zut, comment on va aborder les choses, est-ce qu'on va pouvoir rattraper voilà. Donc pour toi, 9 ou 10 ans, c'est déjà trop tard? Ouais, c'est un peu tard. Ouais. Donc parents, si vous regardez votre enfant à 9 ou 10 ans et que vous n'avez jamais abordé de sujet, écoutez attentivement la suite, parce que c'est déjà légèrement tard par rapport à l'idéal d'information, on va dire, comme on l'a dit, au fur et à mesure. Et c'est important de tout de suite rectifier le tir parce qu'il a probablement déjà été en contact avec une ou plusieurs informations. Et c'est important derrière de vous savoir avec quoi il a été en contact pour lever un peu tous ces tabous d'éventuels, entre guillemets, mini-traumas qu'il pourrait y avoir selon les images avec lesquelles il a pu rentrer, quoi. Ok, on passe à la deuxième partie qui sont les réponses à vos questions que vous avez posées en amont de l'émission. Je rappelle que chaque fois, lorsqu'il y a une émission qui se programme, vous avez la possibilité sur les réseaux sociaux de venir poser vos questions et on y répond en direct. Et vous pouvez écouter vos réponses de mon invité lors de l'émission. Donc la première question, c'était Livia. Livia qui nous dit « Ma fille a 9 ans et je ne sais pas comment aborder le sujet. » Typiquement, c'est pour ça que ça me faisait tout à l'heure penser à cette question. Oui, typiquement. Oui, Livia, c'est la question un petit peu de tout le monde. Tu as déjà un petit peu amorcé la réponse, puisque arrivé à 9 ans, probablement que l'enfant a déjà eu beaucoup d'images. Si vous en avez jamais parlé avec elle, elle a déjà pris ses pièces de pulse peut-être ailleurs. Et donc, l'important, ça va être de faire le point un petit peu avec elle pour voir ce qu'elle sait, tout simplement. Alors, concrètement, mot pour mot, on dit à Livia comment... Alors, Livia... Écoute bien, Marine va te dire mot pour mot comment tu peux amorcer ça avec ta fille. Alors mot pour mot, non, déjà situation par situation. Le top, ça serait de prévoir peut-être une journée ou une après-midi ensemble, pas forcément le faire à la maison, pas forcément, parce que le côté viens, faut qu'on discute, très formel, ça va être dur. Donc plutôt partir dans une dynamique de un moment passé ensemble, et puis voilà, lui peut-être aborder la question. Tiens, toi, t'as déjà entendu parler? Ou est-ce qu'on t'a déjà posé la question est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Est-ce que tu sais comment ton petit frère est né? Et puis, un élément qui pourrait vraiment être pratique en tant que maman pour pas être trop gênée, c'est d'abord de parler de la puberté. Tiens, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps va changer, c'est la puberté, c'est normal. Est-ce que tu en as parlé à l'école? Est-ce que tu as des petites copines qui ont déjà les seins qui commencent à pousser? Tiens, tu veux qu'on aille t'acheter des brassières parce que ça va bientôt t'arriver. Voilà, essayez d'aborder les choses sous l'angle de la puberté. D'accord. Parce que c'est une des grosses pièces du puzzle. L'enfant, il va d'abord comprendre comment il est fait lui. Ensuite, il va comprendre qu'il existe 2 sexes et que pour faire des bébés, en fait, il faut, comme dans le règne mammifère, un mâle et une femelle. Ensuite, il va comprendre qu'il y a de l'amour, qu'il faut de l'amour, etc. Et puis après, il va comprendre que le corps de papa et de maman, il est différent du mien en tant qu'enfant. Et donc, ça va être la puberté. Donc, il y a vraiment plein d'étapes comme ça avant d'arriver à la sexualité à proprement parler, celle qui nous fait super peur. Il y a en fait plein d'étapes que vous allez pouvoir aborder avec votre enfant. Et ces étapes-là, en général, vous êtes suffisamment à l'aise sur le côté, les sentiments, par exemple, amoureux, c'est des choses, on peut en parler assez facilement. Donc ça, c'est plus facile d'aborder par rapport à ça. Oh, est-ce que tu es un petit amoureux? Ou voilà. Mais toujours en la laissant, si elle n'a pas envie de répondre, on ne va pas la forcer. Oui, sans être intrusif pour autant. Donc, d'ouvrir la discussion et de dire... on peut en parler, je suis à ton écoute et je suis consciente qu'il se passe des choses pour toi, mais lui laisser aussi le temps de elle choisir quand elle veut revenir sur le sujet. Voilà, exactement. Pouvoir aussi entendre que peut-être elle va vous répondre, j'ai pas du tout envie d'en parler aujourd'hui, maman. Vous allez passer votre après-midi peut-être très sympa entre filles et puis vous en reparlerez pas, mais rappelez-lui que vous êtes là pour en parler et que si elle a besoin d'en parler,
bah voilà, vous êtes là. Ben voilà, Livia, j'espère qu'avec la réponse de Marine, tu sais comment t'y prendre pour dès ce week-end, organiser une journée mère-fille et aller un peu mettre des mots là-dessus avant qu'elle soit trop renseignée ailleurs et parfois mal renseignée malheureusement. Et même si elle a déjà été bien renseignée, ce que je te souhaite de tout cœur, ne serait-ce que pour garder le lien entre vous vis-à-vis de ce sujet. Parce que même si elle a déjà eu des infos qui sont OK, c'est super, tant mieux, j'ai envie de dire, mais il va se passer encore plein de choses. Et le contact, c'est dès maintenant qu'il faut le créer pour que par la suite, elle ait envie d'en venir en parler avec toi en fonction de ce qui va se passer. Et si on se dit « Ah, j'ai raté le coche », bon, bah je laisse tomber, c'est un sujet que j'aborderai jamais avec elle. Oups, quoi. Oups, ça risque d'être difficile par la suite. Alors que si on se rend compte que, bon, elle a 9 ans, je sais pas encore, mais il est encore temps de créer ce lien et puis de prendre là où ça en est, en fait. C'est un peu ça. Puis bien des fois, on a déjà fait beaucoup du travail. Enfin, oui, sans le savoir, finalement, en fait, sans le savoir, ça. parce qu'en fait, on n'a pas conscience de tout ce que ça implique. Vous avez certainement déjà discuté avec elle de son anatomie, vous avez déjà certainement fait la différence garçon-fille. Il y a déjà plein de choses que vous avez mis en place. Donc, faites-vous confiance, faites le point un peu avec vous-même et avec elle sur ce qu'elle sait déjà et ce que vous lui avez déjà transmis. Et ensuite, ça sera beaucoup plus fluide. Vous mettez pas la pression, ça va le faire. Bon, génial. Bah, du coup, deuxième question un peu croustillante de Corinne qui nous dit « Mon fils a 10 ans est tombé sur une vidéo pour adultes. Comment faire ?» Donc Corinne, bon courage et merci pour cette honnêteté parce que je pense qu'il y a plein de parents à qui c'est arrivé qui sont aussi désespérés que toi. Donc Marine va nous aider à savoir comment réagir justement. Je pense que ça arrive à plein de parents. Oui, voilà, clairement, aujourd'hui, qui l'expriment ou pas, c'est une complètement. réalité, avec la quoi. présence des écrans un peu partout, quasiment tous les enfants se sont retrouvés dans cette situation. Alors, il y a des enfants qui ont cherché à se retrouver dans cette situation, et ça va faire la différence. Ce qu'il faudrait savoir, Corinne, c'est est-ce que ton fils a eu envie de voir ce film parce qu'il avait la curiosité de comprendre ce qui se passait, et est-ce que tu te sens capable de lui en parler, de lui demander qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir ce film pornographique, et si jamais il n'y a aucun dialogue entre vous autour de ce sujet, c'est peut-être un petit appel à l'aide aussi, enfin un appel à l'aide, en tout cas un petit appel du pied, en vous disant qu'il y a un besoin de trouver des réponses à ces questions, et qu'en effet à 10 ans il se pose certainement la question de comment on fait les bébés. Il a cherché la réponse avec Internet. Il a eu la réponse version acrobatique. Alors, surtout, en ayant une discussion avec lui, il faut lui rappeler que ce n'est que du cinéma. Ouais. Donc, quand James Bond, il saute dans une voiture en feu, machin, c'est pas la réalité. Et ben, c'est pareil dans les films pornographiques. C'est-à-dire que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, et que il faut pas qu'il pense que l'amour, c'est ça, finalement. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a ça qui peut être très faussé, de dire mais moi j'ai aucune envie en fait d'aller avoir, je veux pas faire de bébé quoi, parce que si la projection elle est que ça et que selon comment la sensibilité on va dire de l'enfant, ça peut être vécu comme un trauma et de dire ou au contraire tout l'inverse en disant je veux tester. Donc, je pense que si Corinne nous pose la question, c'est qu'elle se sentait pas forcément justement à l'aise avec ça et d'aller réenclencher. Du coup, en tout cas, je me mets à la place de Corinne. J'essaye de me projeter si ça arrivait à mon enfant. Je ne sais pas s'il y a 10 ans, admettons, je n'ai jamais abordé le sujet. Donc, je ne sais pas, Corinne, j'ai pas eu assez d'informations, mais admettons, si elle n'a jamais abordé le sujet, je pense qu'elle ne serait pas à l'aise de réaborder le sujet avec cet élément clé. Du coup, une autre approche, ça pourrait être quoi ? Parce que elle n'est pas obligée d'aller vers son fils en lui disant je sais que tu as vu un film porno. Ouais, parce que ça me paraît très frontal. Et puis c'est délicat. Donc elle n'est pas obligée d'aller dans le sens là, mais plutôt dans ces cas-là, ouvrir la conversation autour de est-ce que tu as des questions à me poser, est-ce que tu as envie qu'on en discute, est-ce que tu voudrais qu'on aille choisir un bouquin, est-ce que c'est des choses dont vous avez parlé au collège, CM2 du coup, donc 10 ans, c'est plutôt CM2. Voilà, essayez peut-être de savoir là encore ce qu'il sait, ce qu'il a comme curiosité, est-ce qu'il a déjà cherché sur Internet. Voilà, pas forcément lui dire je suis au courant, tu as vu un film pornographique, en mode reproche, il faut qu'on en parle. Voilà, ça sert à rien. Par contre, bloquer peut-être Internet pour éviter qu'il y retourne. Peut-être bloquer Internet temporairement, et si c'était par des amis,
peut-être essayer de comprendre aussi de quel ami ça venait et voir aussi peut-être les discussions qu'il y a dans la... Complètement. On sait au collège de la ville où j'habite, en 6e, sur WhatsApp, il y a des vidéos pornographiques qui tournent. Donc qui passent de téléphone en téléphone de 6e. Donc il y a quand même beaucoup de... faut les prévenir que ça existe. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est bien de leur expliquer que c'est pas la réalité, que c'est un film, c'est pas comme ça que ça se passe exactement dans la vraie vie et que s'ils veulent en parler, on est là pour en parler avec eux. Alors je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en première partie, le côté un peu ironique, on va dire, où tu disais les avantages de ne pas en parler, c'est de pas voir, de faire semblant que ça n'existe pas. Mais en fait, est-ce que en faisant ça, ça va empêcher l'enfant d'être en contact avec ce milieu-là ? Non, parce que toute notre société est hyper sexualisée. Ouais, les clips de films, oui, c'est très sexuel. Les femmes, elles sont en petit bikini. La vie, c'est très ambivalent, hein, mais à la fois, on peut être beaucoup dans le tabou, un peu puritain, à vouloir protéger nos enfants et pas leur en parler. Et d'un autre côté, tous les jours au quotidien, ils voient des scènes de gens qui s'embrassent, voire même de gens qui font l'amour à la télévision. Quel parent ne s'est pas retrouvé dans cette situation avec un couple à la télé dans une série toute plus basique et être gêné d'avoir son enfant à côté? Alors soit on change de chaîne, soit on cache les yeux des enfants. Les enfants comprennent bien que de toute façon il y a quelque chose qui est pas normal et pourquoi on leur cache les yeux. Donc à mon sens, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de leur dire clairement. Alors les enfants, ils vont dire c'est dégoûtant, ils s'embrassent. Oui, mais c'est comme ça, c'est l'amour, et toi pour l'instant t'as pas ce ressenti-là parce que t'es encore jeune. Les hormones de la puberté vont te donner ce genre d'idées, ce genre d'envie. Donc c'est normal qu'aujourd'hui tu n'aies pas envie de faire ça. Mais d'ici quelques années, tu verras, tu commenceras à avoir l'envie. Et en fait, tu verras que ce qui se passe à la télé, c'est pas sale. Et que oui, les amoureux, ils font ça. Et que toi aussi, tu auras peut-être envie d'être amoureux plus tard. Donc, mais en tout cas, on est bien d'accord que ne pas en parler, ça ne retarde pas ça. C'est même peut-être l'inverse. Parce que du coup, il va y avoir cette curiosité qui va être assouvie par ailleurs. C'est un peu ça, hein, on est d'accord, hein. Il y a Ludo. Enfin, les papas, ils commencent un peu à s'ouvrir. C'est chouette, ça fait plaisir. Qui nous dit, alors bonne question, Ludo, est-ce que lui doit parler à leur fils, et est-ce que leur femme doit parler à leur fille ? Est-ce que, homme à homme, femme à femme ou c'est une très bonne question. J'ai pas de réponse claire parce que j'ai envie de dire c'est un peu chacun le fait au feeling. Il y a des femmes qui sont très à l'aise et qui pourront en parler avec leur fils. Il y a des fils qui n'ont pas du tout envie que leur maman leur parle de sexualité. Il y a à l'inverse, il y a des papas qui vont être très à l'aise avec leur fille pour en parler aussi. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'il faut y aller un petit peu au feeling. Mais c'est vrai que la croyance voudrait que les mamans parlent à leurs filles et que les papas parlent à leurs garçons. Donc aujourd'hui, ça se fait un peu comme ça, de façon spontanée. Moi, je vous rappelle quand même que on a beaucoup de pression en tant que parents sur nos épaules, parce qu'on est là pour les aider scolairement, pour les éduquer, pour tout un tas de choses, pour aussi de l'éducation, on va dire, à la sexualité et tout ce qui va avec. Et que des fois, il faut pas avoir peur aussi de déléguer un petit peu, parce que si on se sent pas capable de parler à son fils ou à sa fille, on peut aussi demander à des personnes autres, extérieures. Ça peut être tati, tonton, le parrain, la marraine. D'ailleurs, le principe même de parrain-marraine, à la base, c'est un peu ça aussi, hein. Il y a le côté religieux, mais il y a aussi le côté parrain-marraine qui va accompagner cette étape cruciale de la puberté, parce que les parents, ils sont pas toujours aptes au moment de la puberté. C'est pas facile de voir ses enfants grandir. Les enfants, à ce moment-là, ils ont souvent envie de se sortir un peu du cocon familial, parce qu'il faut montrer qu'on est différent, montrer notre propre caractère. Et donc, souvent, les parrains-marraines ont un rôle à jouer à ce moment-là. On l'a oublié, hein, mais... Donc, on peut se trouver des parrains-marraines aussi dans ces sujets-là, des personnes qui vont être à l'aise. Et puis, ça peut être des professionnels aussi de santé, le médecin de famille qui connaît bien votre fils. Et pourquoi on ne lui poserait pas des questions ? Ou la sage-femme, ou Magic Time, les Girly Time, des choses plus sous forme d'atelier où les filles sont réunies entre elles pour discuter. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, on aurait tendance à dire papa gère le fils, maman gère la fille. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est à vous de le faire. Donc comme Ludo, vous sentez, Ludo. Au feeling. Ouais, clairement. Et puis peut-être qu'à un certain âge, tu seras plus à l'aise avec ton fils, et peut-être qu'en grandissant, les choses vont évoluer aussi.
Donc peut-être qu'à un moment donné, ta fille aura besoin de te poser les questions de comment pense un homme. Exactement. Et vice versa. Donc Ludo, il n'y a pas de règle. C'est toi comme tu le sens. Comment tes enfants aussi viennent, si naturellement vont venir vers toi ou vers ta femme, c'est peut-être à eux aussi de les laisser s'orienter vers le parent avec qui ils ont peut-être plus de facilité à aborder ce sujet, parce que je pense que chaque parent peut avoir ses facilités aussi en fonction de sa propre histoire avec tout ça. Donc voilà, faites comme vous le sentez. Du moment qu'ils sont informés, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Exactement. Du moment que la parole est ouverte, qu'il n'y a pas de tabou, tout va bien. Hein, on va dire en grosso modo, c'est ça, quoi. Et puis, donc, comme le disait Marine, pas hésiter non plus à voir avec des oncles, des tantes aussi, voir à l'extérieur comment on peut parler de ça. Eux, entre amis, ils peuvent aussi en parler. Hein, ils le font d'ailleurs. Hein. Oui, ils le font d'ailleurs. Mais de dire que tout n'est pas sur notre responsabilité. C'est ça quand même de se rappeler, c'est pas toute la responsabilité des parents d'aborder ce sujet-là, heureusement. Ouais. Et puis les livres peuvent aussi nous aider à aborder ce sujet de façon un peu déviée, en fonction de l'âge de vos enfants. Tu m'avais pas donné l'âge quand on m'a posé la question, mais en fait les livres aussi, il y a des choses qui sont très bien faites maintenant, qui sont très progressives en fonction de l'âge des enfants, très soft quand ils sont petits. Par exemple, je crois que c'est la collection Mes Petits Docs qui a fait Zizi et Zézette, que mes enfants, les Petits Docs, c'est 3-6 ans, je crois. Il est super. C'est une toute petite histoire. C'est un garçon et un frère et une sœur qui, dans leur quotidien, à la salle de bain, mon frère n'est pas comme moi, ma fille n'est pas comme moi, ma sœur n'est pas comme moi, papa et maman, ils ont encore des choses différentes. À l'école, on en parle, on met des mots rigolos. C'est aussi tout ça, c'est vraiment projeté dans l'univers de l'enfant de cet âge-là. Qu'est-ce qui se passe pour eux, en fait, dans leur tête ? Donc, il y a vraiment maintenant des super supports qui peuvent nous aider, parents, à aborder ça sans être trop mal à l'aise, en gros, parce que c'est souvent ça ce qui se passe. Hein. C'est un sujet qui est... Voilà. Alors, il y a une question de Aurélie qui nous dit « Comment éviter que ma fille ait des rapports trop tôt ?» Consenti ou non, du coup, j'imagine... Voilà, donc là, c'est une très bonne question. Merci Aurélie. Hein. Tu rends service à beaucoup de parents, je pense. C'est une très bonne question. On n'a pas la maîtrise de l'âge. L'âge moyen, est-ce que tu as une idée ? Alors, l'âge moyen, il est à 17 ans. D'accord. Il était à 17 ans et demi il y a plus d'une dizaine d'années, donc ça diminue, mais très très gentiment. D'accord, ça reste assez donc non, ça reste finalement pas si jeune que ça, mais ça reste une moyenne. Ça reste une moyenne. Voilà, c'est toujours le problème des moyennes. On peut pas décider à la place de notre enfant. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, en particulier sa maturité. Et puis après, tout ce que vous allez avoir transmis à votre fille. Donc, j'ai envie de dire plutôt que de chercher à savoir comment je vais pouvoir maîtriser l'âge, essayez plutôt de la responsabiliser au maximum en lui apportant un maximum d'informations en amont. Et comme ça, le jour où elle va y aller, le jour où elle aura son premier rapport sexuel, elle le fera en conscience. Elle aura décidé d'avoir un rapport sexuel, elle connaîtra les risques, elle connaîtra les moyens de se protéger, que ça soit au niveau contraceptif ou au niveau des MST. Elle connaîtra les conséquences aussi de ses actes. Et donc, tout ça, c'est la responsabilité, en fait. Si elle est capable d'avoir des rapports sexuels, elle est capable d'être responsable des conséquences du rapport sexuel. Et ça va dans l'éducation tout au long de la vie. Et le choix du partenaire aussi, avec qui cette première fois, et pas de le faire pour rattraper les copines et de se sentir après coincé en fait dans... Ouais. Et ce que je rajouterais aussi, Aurélie, c'est pourquoi avoir peur ? Est-ce que c'est votre peur à vous parce que votre première fois c'était vraiment pas bien, vous vous êtes senti forcé ? Est-ce que c'est parce que vous sentez qu'autour d'elle elle a beaucoup de pression et qu'elle risque d'avoir un rapport qui ne serait pas consenti ou en tout cas qui serait un peu forcé ? Évaluez un peu cette peur pour pouvoir mieux l'aborder. Si c'est votre peur à vous, il y a certainement quelque chose déjà à travailler pour vous-même et vous pouvez en parler avec votre fille si elle est en âge d'avoir des rapports sexuels. Lui dire moi ça me fait peur parce que tu sais mon premier rapport ça s'est hyper mal passé, je me suis sentie obligée et j'ai pas envie que tu vives ça. Allez-y clairement avec votre fille et si par contre c'est parce que vous sentez que autour d'elle il y a beaucoup de pression, elle a déjà un petit ami et que il a envie etc. Dans ces cas-là apportez-lui un max de soutien, un max d'infos, donnez-lui les moyens peut-être d'aller voir une sage-femme, d'avoir une contraception ou d'avoir amenez-lui carrément des préservatifs, allez vraiment apporter-lui un maximum de choses pour qu'elle le fasse dans les meilleures conditions qui soient. Alors moi, ça me fait penser à la question d'Aurélie. Je ne sais pas du tout si elle est orientée dans ce sens-là, mais c'est le côté consentement aussi.
Parce que parfois, on sait qu'il peut y avoir justement des ados qui sont des bisous, qui sont, on va dire, petits amis. Et puis, en fait, il y en a peut-être un des deux qui va vouloir peut-être plus parce que peut-être ses hormones sont plus émoustillées que l'autre. Et puis, en fait, peut-être que le partenaire ou la partenaire va se sentir à un moment coincé en pensant que c'est lui qui a transmis ce message et qu'il ne se donne plus le droit de revenir en arrière. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait rassurer Aurélie aussi. Sur cette histoire de consentement. Ouais, le thème du consentement est hyper important à aborder. On en parle peu, en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup contraception, maladies sexuellement transmissibles, mais on oublie souvent de parler du consentement. Et en fait, beaucoup de rapports ont lieu un peu sous la contrainte, même si c'est une contrainte relative, puisque, comme tu dis très bien, elle a envoyé un message qu'elle était peut-être prête, mais finalement, on peut ne pas plus être prête même à la dernière seconde. Et ça, c'est difficile à gérer et c'est difficile de se construire après. C'est des viols sans être des viols, en fait. Donc, c'est compliqué de se construire face à ça. Donc, pour parler de consentement, là encore, il faut s'appuyer sur des livres. Il y a plein de petites vidéos sur Internet, sur des sites, même le site de la santé, là, enfin, la Sécu, tout ça, ils font plein de mini-vidéos. On les retrouve sur YouTube. On met le consentement. On a plein de vidéos là-dessus où, justement, ils expliquent très, très bien ce que c'est que le consentement, pas que dans l'acte sexuel, mais moi, il y a une vidéo qui me vient là en tête où c'est sur le repas, en fait. Mais si, vas-y, prends, je t'ai préparé des céréales. Et l'autre, il dit non, mais j'ai pas envie, en fait, de manger des céréales au petit-déj ce matin. Et l'autre le force. Et ça, c'est déjà du consentement, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire, oui. Donc, c'est pareil. Le consentement, c'est toute la vie que vous allez pouvoir les éduquer au consentement. Mets ton short rouge. Non, je veux pas mettre mon short rouge et insister parce qu'on est le parent. Et il y a un moment, on peut peut-être aussi lâcher, leur expliquer que voilà, peut-être le short bleu, ça ira bien pour aujourd'hui, et qu'ils ont aussi ce droit-là à pas vouloir mettre le short rouge, et que c'est le consentement. Mais ça se travaille avec les frères et sœurs, ça se travaille avec plein de monde. Mais moi, merci Marine, c'est vraiment là-dessus que je voulais rebondir aussi, pour compléter, pour la réponse à Aurélie. J'espère que ça t'aidera vraiment. Prendre conscience que le consentement, c'est dès la naissance, dès les premiers mois, quand un enfant, on va l'habiller et qu'il est petit, l'informer. Et que s'il n'a pas envie, essayer de comprendre le pourquoi du comment, au lieu d'imposer par la force et par notre taille. Et aussi, si on a habitué notre enfant à lui demander son avis et à adapter notre comportement en fonction de son avis, il aura peut-être plus de facilité à refuser et mettre des limites à quelqu'un qui veut lui imposer quelque chose qu'il ne veut pas, que si nous, on lui a toujours imposé notre vision des choses, notre volonté, nos décisions, et que dans cette situation-là, il va dire, après tout, en fait, on m'a toujours imposé, même si j'ai dit non, on n'en tient pas compte. Donc après tout, allons-y. Donc je pense qu'il y a aussi la préparation au consentement, elle est vraiment depuis la naissance en fait, et la façon dont on prépare nos enfants et comment on agit nous avec eux va énormément impacter justement cette entre guillemets première fois plus ou moins consentie. Donc le consentement, c'est pas que sur l'acte. Et puis même embrasser quelqu'un, un grand-parent ou un membre, un ami ou un membre de la famille. L'enfant n'a pas envie, ça fait aussi partie du consentement. Le Covid nous a sauvés, maintenant on n'aura plus personne. Mais combien de fois on a dit à nos enfants, mais si, tu fais un bisou à mamie, parce que mamie derrière elle va être fâchée. Mais c'est le problème de mamie. Voilà, c'est toute la problématique du consentement et qui se travaille depuis toujours en fait avec vos enfants. Ouais, c'est exactement ça. Gros sujet. Il y a une personne qui aurait préféré rester anonyme dans sa question, donc on va respecter ça. Donc j'espère que tu pourras quand même regarder l'émission pour avoir la réponse. C'est une question un peu délicate. La personne qui nous dit qu'elle a été abusée lorsqu'elle était enfant et elle demandait si elle devait en parler à sa fille. Alors, c'est en effet un sujet qui pourrait faire un sujet d'émission complète. Évidemment. C'est un sujet en soi. Je suis pas une spécialiste de l'abus ou quoi que ce soit, mais moi, ce que je note, c'est que, en effet, au quotidien, je vois beaucoup de femmes, forcément, en consultation, et je pose systématiquement la question d'abus, de violence, et je suis quand même très étonnée, même maintenant, de voir le nombre de oui à cette question. Alors, il y a différents types d'abus sexuels, d'agressions sexuelles. Il y a les petites filles qui ont été agressées sexuellement, soit par des attouchements, soit par des viols. Il y a aussi les jeunes filles plus tard, donc plutôt entre 15 et 18 ans. Là, on va être plutôt sur justement les débuts de leur vie sexuelle où il n'y a pas de consentement et on est très borderline entre le viol et
je veux mais je veux pas. Et ça, c'est très, 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 très courant. Et puis ensuite, il y a les viols, ça c'est horrible, par des gens inconnus parce que drogue, etc. Mais finalement, c'est très, très peu parce que la plupart, c'est quasiment tout le temps des gens de l'entourage très proches. Et donc, c'est quand même une personne sur 5 qui aurait subi dans sa vie au moins une fois une agression sexuelle. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup trop. Hein. Ça répond pas à la question, n'est-ce pas? J'y viens. Tout ça, de toute façon, c'est ancré en vous. Il y a une espèce de mémoire qui est en vous et que vous avez transmis à votre fille. Donc, quelque part, elle le sait déjà au fond d'elle. Forcément, dans votre façon d'agir avec votre fille, vous allez être influencé par ce que vous avez vécu. Donc, c'est souvent des femmes qui vont tout de suite dire à leur fille jamais personne n'a le droit de te toucher. Dès toute petite, la notion du consentement est très importante. Tout parent, de toute façon, doit prévenir, fille comme garçon, que leur partie génitale, c'est à eux, que personne n'a le droit d'y toucher, ni papa, ni maman, ni les frères et sœurs, et que, en tout cas, il faut l'autorisation si c'est pour être nettoyé ou quoi que ce soit, et qu'eux-mêmes n'ont pas à toucher les parties génitales des autres. Donc ça, c'est pour tous les parents. Mais en effet, vous avez dû insister plus, certainement. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui se transmet un petit peu de mère en fille, même dans la lignée féminine, quand il y a eu des choses comme ça. Oui, ça serait bien, à mon sens, d'en parler un jour. Maintenant, trouvez le bon moment, la bonne maturité pour votre fille pour qu'elle soit prête à l'entendre. Et vous posez-vous la question de pourquoi je vais lui en parler. Est-ce que c'est pour la mettre en garde? Est-ce que c'est pour lui transmettre ce que moi j'ai vécu pour pas qu'elle le garde au fond d'elle comme une espèce de cicatrice qu'elle n'a pas vécue elle? Voilà, c'est vraiment, posez-vous la question de comment vous avez envie de lui transmettre l'information. Waouh, merci pour ce retour. Alors moi, c'est vrai qu'en tant que consultante en parentalité, c'est quelque chose aussi que j'ai eu souvent comme question, comme situation, j'ai envie de dire. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse. Chaque situation est différente et ça va dépendre aussi que globalement, quel rapport on a avec notre enfant, comment la communication, justement, elle peut être plus ou moins fluide. Et si on n'a jamais abordé ce sujet, on ne peut pas parler de ça de but en blanc, ça c'est certain. Si la communication elle est assez souple là-dessus parce qu'on a mis les pièces du puzzle au fur et à mesure, ça sera forcément plus facile, peut-être vers milieu, fin adolescence, d'en parler. Mais ça va dépendre de aussi quelle relation vous avez avec votre enfant, quel est le contexte global. Et j'ai envie de dire, moi, de rajouter où vous en êtes avec cette histoire. Est-ce que vous avez fait votre travail de résilience? Est-ce que vous êtes OK en disant ça fait partie de votre histoire, de toute façon on ne peut pas changer et qu'on avance? Ou est-ce que vous, c'est encore quelque chose de très à vif qui va impacter votre relation aux hommes, si c'était un homme, c'est pas forcément une obligation non plus, mais en tout cas à l'autre, entre guillemets. Et en tout cas moi, en tant que consultante en parentalité, j'ai envie de dire, avant d'aborder, une chose importante, c'est de vous, en tant que personne, avoir déjà fait votre travail avec ça. Parce que sinon, vous allez transmettre quelque chose de faussé, la projection de vos propres peurs, et c'est pas vraiment ce qui serait bénéfique à votre fille, quoi. Une dernière question donc de la communauté de Cynthia. Alors, Cynthia qui nous dit « J'ai 5 enfants ». Alors, bravo Cynthia Respect, franchement, chapeau. D'âge différent, forcément. Mais du coup, comment en parler? En gros, ce que je sous-entends dans la question de Cynthia, c'est est-ce qu'elle doit faire une réunion de groupe? Allez, hop, tout le monde autour de la table, celui qui a 2 ans, celui qui a 17 ans. On va parler aujourd'hui sexualité. Donc j'exagère, je ne connais pas l'amplitude de l'âge, mais bon. 5 enfants. Et de 5 à 15 ans, c'était marqué. Ah, de 5 à 15 ans, ouais. Elle nous avait précisé. Donc oui, en effet, faire une réunion de famille sur le thème de la sexualité, ça va être compliqué. Parce que à 15 ans et à 5 ans, ils n'ont pas du tout le même langage, donc ça serait quand même dommage que les grands choquent les petits ou qu'ils se retiennent de poser les questions pour protéger leurs petits frères et sœurs. Donc en effet, c'est pas la solution. Je suis désolée, Cynthia, mais alors là, pour le coup, vous n'allez pas pouvoir faire d'une pierre 5 coups. L'optimisation, là, ça va pas être possible. Par contre, j'ai un bon plan pour vous. C'est que, en règle générale, les personnes qui aident beaucoup les parents dans l'accompagnement à toute cette information autour de comment on fait les bébés, la puberté, la sexualité, les règles, etc., c'est l'aîné. Les aînés sont très très forts, donc misez tout
sur l'accompagnement de vos aînés, parce que vous en avez 5, donc si vous avez filles, garçons, c'est le top du top. Et comme ça, ils vont pouvoir soutenir leurs frères et sœurs aussi, parce qu'en fait, c'est vachement plus facile d'aller poser la question à la grande sœur qui est déjà passée par là quand elle a eu ses règles, que d'aller poser la question à maman. Et maman, elle est souvent beaucoup plus à l'aise de se dire « Ah, je l'ai pas fait, mais par contre, il y a la grande qui gère. » Je parle en connaissance de cause, on était 4 filles à la maison, j'étais la grande et je faisais des études de sage-femme. Donc c'était hyper pratique pour ma mère qui s'est royalement frotter les mains. Donc incitez vos grandes à faire des études de sage-femme. Mais clairement, si vous investissez vraiment sur le côté mes grands, je vais faire en sorte qu'ils aient un max d'infos, quelques bouquins, éventuellement des ateliers avec des personnes extérieures, et ils vont aller ensuite répandre la bonne parole à leurs frères et sœurs. Formidable. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Les petits, ils adorent quand c'est les grands qui prennent le relais. Cynthia, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Alors moi, c'est vrai que j'ai 8 frères et sœurs et je suis l'aînée des filles aussi. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas été, pour le coup, pas du tout informée par mes parents de ce sujet-là. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau de mes 5 sœurs plus jeunes, j'ai été un peu cette référente, dire c'est quoi ça, comment ça se passe, pourquoi il se passe ça, etc. Et c'est vrai que je pense que d'autant plus que moi, je n'avais pas été informée, j'étais très soucieuse en tant que grande sœur de leur donner au maximum les bonnes informations pour qu'elles puissent avancer en y voyant le plus clair possible, en fait, dans leur cheminement d'ado, quoi. Donc, bonne nouvelle, Cynthia, les grands vont charger des plus petits. Se concentrer sur les 2 premiers, si c'est effectivement fille-garçon, et je sais pas, ça dépend, mais bon, s'il y en a 5 en 10 ans, ils doivent pas avoir un gros écart d'âge, donc voilà, ça sera finalement plutôt optimisé en termes de planning. Ça sera pas à chaque fois le même investissement de temps pour chaque enfant, quoi. En gros, c'est ça. Ok, merci Marine. Nous voici maintenant arrivés à la 3e et dernière partie de l'émission, où on synthétise les 5 astuces, en fait, qui vont vous permettre de vivre ça au mieux pour vous et évidemment pour votre enfant. Donc, la première astuce que Marine, tu nous donnes, c'est de réfléchir à la relation que nous-mêmes avons à notre corps. Est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu entends derrière ça? Clairement, on a bien compris que souvent c'est nous qui sommes gênés à l'idée d'en parler à nos enfants, donc se poser nous-mêmes la question de quelles sont mes croyances par rapport à ce thème-là, à la puberté, comment moi j'ai vécu ma puberté, le changement de mon corps, comment on me l'a expliqué, est-ce qu'on me l'a expliqué? Oui, déjà, parce que la plupart, en fait, on nous l'a pas expliqué. C'est ça. Et comment j'aurais aimé aussi que l'on m'informe. Donc tout ça, ça va être un point de départ pour pouvoir ensuite accompagner au mieux vos enfants. Donc finalement, commencez par bosser sur vous, investissez sur vous. Des fois, ça va même débloquer des difficultés que vous avez en tant qu'adulte. C'est vrai que nous, on accompagne plutôt les femmes, donc moi, je le vois bien. En accompagnant les femmes, on se rend compte que bien souvent, elles ont elles-mêmes plein de manques en termes d'anatomie, rien que de savoir à quoi ressemble leur clitoris, que la vulve et le vagin, c'est pas la même chose. Enfin, donc finalement, c'est déjà un super apprentissage pour nous en tant que parents. Et ensuite, on peut le transmettre plus facilement à nos enfants. Ouais. Donc, investissez sur vous, sur vos croyances, sur votre relation à votre corps et sur votre aussi votre vision du féminin, du masculin. Voilà, on a tous un peu une polarité féminine et masculine. C'est important aussi de se rendre compte de tout ça. Et ensuite, posez-vous la question de ce que vous avez, vous, envie de transmettre à vos enfants, de ce que vous auriez aimé qu'on vous transmette. Et c'est ça, moi, souvent qui fait la différence. Les femmes, elles viennent en lui disant, je me rends compte qu'on m'en a jamais parlé. Ouais. Typiquement, ma maman ne m'en a jamais parlé, mon papa non plus. Et j'ai envie de transmettre autre chose à mon enfant. Mais moi-même, j'ai plein de blocages, quoi. Ouais, c'est ça. Comment faire, en fait? D'ailleurs, moi-même, j'arrive pas à dire les mots. Enfin, voilà, c'est vraiment se dire ça, quoi. Donc, commencez par soi. Commençons par nous et vous allez apprendre plein de choses. Donc ça rejoint ce que tu viens de nous dire. La deuxième astuce, tu nous disais utiliser les vrais mots. C'est ce que tu viens de nous dire. La troisième chose que tu nous disais en préparation, c'est déléguer parfois ce sujet aussi, au moins peut-être pour amorcer. Complètement, il ne faut pas avoir peur de dire non, mais moi je me sens pas du tout capable parce que en fait ça a été un tel tabou pour moi que je me sens pas apte à le faire, ou parce que j'ai jamais rien dit pendant 9 ans, 10 ans et qu'aujourd'hui je sens bien qu'il faudrait faire un cours magistral mais que ça va pas passer. Et dans ces cas-là, une sage-femme, c'est beaucoup plus facile
en 3/4 d'heure, 1 heure, de faire un cours magistral à une jeune fille parce que c'est notre rôle, ou le médecin. En plus, ils aiment bien ça parce que ça change un petit peu des consultations classiques. Et puis ils aiment bien, c'est de la prévention pour nous. Et c'est hyper important de faire de la prévention parce que une jeune fille, une jeune femme qui est bien préparée, c'est une future femme qui va être épanouie dans son corps. Et une femme épanouie dans son corps de femme, c'est une femme qui a moins de problématiques de règles douloureuses, moins de douleurs mammaires. Enfin, en fait, le démarrage, la puberté et la sexualité, ça a un impact toute notre vie. Donc, c'est extrêmement important. On pose les fondations, quoi. De poser les bons jalons pour que plus tard, vos enfants soient heureux. Et pour les garçons, c'est pareil. Leur donner les bonnes bases. C'est sûr que si leur base et leur éducation se fait à travers la pornographie, ça peut être mais c'est beaucoup comme ça. Malheureusement. Et ils auront peut-être pas une sexualité épanouie. Ils vont peut-être pas, avec les femmes qu'ils vont rencontrer, il manquera peut-être de douceur, de choses comme ça. Et donc il aura peut-être du mal à se fixer avec une fille donc c'est hyper important d'oser déléguer pour qu'ils aient les bonnes informations et les informations vraies en fait, pas des croyances. Ok, et du coup la 4e point que tu nous disais qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est de répondre à toutes les questions. Dès qu'il y a une question qui nous est posée, on essaye de pas éviter « Oh, j'ai mon cours d'aquaponie. Oh, mais j'ai quelque chose qui cuit sur le feu. » Non, on dit « Bon, là, peut-être que je suis pas disponible, mais on se met en rendez-vous dans un quart d'heure. » ou voilà. On a le droit de différer. Rassurez-vous, on a le droit de différer. C'est pas forcément au tac au tac, mais on diffère en y revenant plus tard où on lui dit clairement « Bon, là, j'ai pas la réponse. Je vais réfléchir, je vais me renseigner. Je reviens vers toi. » Par contre, il faut aussi savoir les écouter. C'est pas le tout de leur apporter de l'info. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit ça. Ah oui, on m'a posé la question. Alors, j'ai potassé mes cours, j'ai été acheter 3 livres à la librairie antillaise. Je suis prête. Sauf que, déjà, il faut respecter la préparation de votre enfant et le fait qu'il soit prêt à l'entendre. Et puis, ça se trouve, il avait une toute petite question qui n'allait pas aussi loin que ce que vous aviez imaginé. Donc, vous arrivez avec l'artillerie lourde et lui, il va vous dire « Ah non, mais stop. Moi, je voulais juste savoir si pour faire un bébé, il fallait un homme et une femme. » Et si vous avez déjà tout déballé, déjà l'enfant il n'était pas prêt du tout à entendre tout ça. Et puis vous avez donné trop et l'enfant il n'avait pas demandé. Ça n'a pas eu un service forcément. C'était pas ce qu'il demandait quoi. Donc répondre, mais d'être bien à l'écoute, de doser qu'est-ce que eux ils sont venus chercher comme information. C'est ça. Et peut-être juste aussi écouter vraiment et pas avoir peur de lui dire et t'as compris quoi dans ce que je t'ai raconté parce que entre ce que nous on a expliqué en essayant de tâtonner pour pas donner les gros ce qu'on appelle des gros mots mais qui sont en fait les vrais mots en fait on sait pas trop ce qu'il a entendu donc qu'est-ce que t'as compris de ce que je t'ai dit, est-ce que t'as besoin d'en savoir plus, moi je pense que t'es encore un peu petit pour que je t'en dise plus. Éventuellement on peut aussi cadrer aussi moi ma fille comme je suis sage-femme et que du coup je suis assez libre avec cette conversation. À chaque fois, elle me dit non, mais c'est bon maintenant, arrête maman. Là, j'ai compris, je veux pas en savoir plus. Donc, elle dose dans le sens là. C'est plutôt. Voilà, elle dose dans le sens oula, c'est bon, j'ai commencé à faire mon film dans la tête, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Et juste petite info. Aux alentours de 10-11 ans, en général, les enfants, même quand les parents étaient très à l'aise, parce qu'il y en a aussi des parents qui sont très à l'aise et qui en ont discuté depuis toujours, souvent, c'est l'enfant qui est plus à l'aise. Au moment de la puberté, souvent, c'est l'enfant qui a plus envie. Typiquement, ma fille, moi, je suis très à l'aise, mais elle veut plus m'en parler. Donc, elle a trouvé une personne référente. C'est facile, du coup, c'est ma collègue. Donc, elle parle à Elisa, et quand elle a des questions sur la puberté, elle les pose à Elisa. Et inversement, la fille d'Elisa me pose des questions à moi. Donc, voilà l'intérêt d'avoir des marraines qui vont pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Et puis en fait, on s'aperçoit des fois que parler de ce sujet avec des enfants qui ne sont pas les nôtres, c'est beaucoup plus facile que quand c'est directement à notre progéniture. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Donc, vous rendez service à tout le monde. Ah oui. Et c'est génial d'ailleurs, parce que j'adore les séances de Girly Time. Elles nous font mourir de rire parce que les enfants fantasment plein de choses puisqu'ils savent pas comment on fait les bébés. Donc ils imaginent. Et nous, on leur demande ce qu'ils imaginent. Et je peux vous assurer qu'il se passe des choses dans la tête de vos enfants. Formidable. Maman, elle souffre le martyre quand elle fait des bébés avec papa parce que ça crie. Donc des fois, on a rigolé intérieurement et on a remis les choses au clair parce que non, en fait, c'est pas de la souffrance. Et là, toutes les filles ont fait d'accord, ça fait pas mal. Donc c'est très intéressant pour nous d'accompagner ces jeunes filles.
Le dernier point, donc, disait accepter et laisser nos enfants grandir. Ça, c'est peut-être le plus dur. Alors ça, en tant que maman, on le sait. Hein. On a beau le savoir, c'est pas facile à vivre. Ouais. Complètement. Alors pour les enfants, c'est pas facile de grandir. Il y a vraiment une étape à accompagner, s'accepter avec un corps qui change. Et ça se fait en quelques années. Hein. La puberté, c'est à peu près 2 ans. Donc c'est quand même un sacré changement. Hein. Je passe d'un corps d'enfant à un corps d'adulte avec des attributs que je voyais chez mes parents. Et en plus, en général, on m'a rien expliqué. Donc, je sais pas trop ce qui m'arrive. Et nous, en tant que parents, voir son corps se transformer, voir que notre enfant commence à avoir des manières aussi là d'adulte. Et puis, il y a cette confrontation de l'adolescent qui veut aussi se démarquer parce que c'est son rôle de l'ado de s'affirmer un petit peu. Donc, c'est des périodes qui sont pas simples. Et si vous êtes dans l'acceptation que mon bébé, à un moment ou à un autre, il va devoir s'envoler et que si je lui bloque les ailes et que je le tiens comme ça, au bord du nid, il va se casser la figure. Donc, il y a un moment, il faut oser laisser ses enfants vivre des expériences, faire des choix, leur apporter tout l'amour et tout ce qui est possible pour qu'ils s'envolent du nid avec les ailes les plus déployées dans les meilleures conditions. Éventuellement, on met un petit hamac, un petit truc en dessous. Mais et puis leur rappeler on sera toujours là quand il ça, arrive. C'est important, garder le lien. Voilà. Donc vraiment, garder ce lien, c'est primordial. Mais vous acceptez que votre bébé est voué à grandir, surtout quand c'est l'aîné ou quand c'est le petit dernier. C'est vraiment les étapes difficiles parce que c'est un peu le syndrome rigide, voilà. Et donc, on a notre rôle à jouer en tant que parents pour qu'ils vivent pleinement cette étape de la puberté qui est quand même assez... Oui, qui bouscule. Qui bouscule pas mal, mine de rien, dans les meilleures conditions. Alors, parents, j'espère que cette émission vous a vraiment été utile. Si vous avez besoin de déléguer ce sujet, au moins pour amorcer, suivez donc Marine et sa collègue Elisa sur les réseaux, Magic Woman... C'est ça ? Ouais, Magic Woman 972. Magic Woman 972. Et vous allez voir, elles organisent à la fois des programmes pour les mamans et aussi pour les jeunes filles et aussi pour les jeunes garçons qui vont permettre justement d'aborder tous ces sujets-là dans la bonne humeur, sans tabou et sans passer par vous pour commencer. Donc un bon moyen de vous débarrasser du paquet, en tout cas au début. Et puis ensuite, vous serez plus à l'aise quand ils en auront déjà entendu parler ailleurs, ça c'est certain. Donc Marine nous a partagé aussi préparé un petit livre pour éventuellement aborder ce sujet. Rapidement, nous donner le titre. Oui. Alors c'est, je sais pas. Voilà. Donc l'amour, les copains et moi. Donc c'est pour les enfants de 9 à 11 ans. Alors je l'ai trouvé en librairie, sans difficulté, il y en a pas mal maintenant. Et l'idée, ça va être de répondre à toutes les questions des enfants de façon très ludique. Donc c'est des tout petits chapitres, des petites questions toutes basiques et plein d'illustrations que les enfants adorent. Donc l'amour, les copains et moi. Et il y a pour les plus jeunes... Chaque tranche d'âge, Voilà, pour chaque tranche d'âge. Donc voilà, c'est un moyen comme un autre. Les livres, c'est quand même très intéressant. C'est un support très pratique pour aborder ça avec les enfants. Et puis en plus, si on n'a pas envie d'en parler, on le laisse un peu traîner. Voilà. Et vous pouvez être sûr que les enfants, parce que nous on le fait au Girly Time, on laisse les bouquins traîner et on les retrouve cachés sous la table basse parce qu'elles regardent en cachette. Alors que c'est nous qui les laissons, mais mais c'est tellement mieux de le faire en cachette. Et elles regardent, à quoi ça ressemble un zizi, tout ça. Génial. Pour les bouquins. Alors pour les ados, j'aimerais aussi partager le livre de Margot Fried-Filiosa, S'expérience, qui est vraiment très détaillé pour le coup. C'est vraiment ado. Ouais, grand ado, vraiment 14, 15, 16 ans. Ado plus, mais qui est par contre un super livre de référence pour tout aborder, voilà. Et même pour les adultes, parce que même moi en tant que sage-femme, en connaissant bien mon anatomie et tout ça, j'ai appris des choses. Donc, il est vraiment top. Ado plus et adulte, S'expérience donc de Margot Fried-Filiosa, qui a vraiment un super livre. Merci Marine pour cette émission. Rendez-vous lors de la prochaine émission avec un prochain invité avec lequel on parlera de la place des papas, cette fois dans la parentalité. Je trouve que c'est un sujet qu'on aborde trop peu et c'est dommage. Donc avec mon prochain invité, dont je vous laisse la surprise, on parlera de ce thème-là. Merci à tous. Merci Marine, c'était super d'aborder ce thème avec toi. Et puis à bientôt. Au revoir.